pas, comme habituellement, faire une présentation didactique, puisque nous allons la voir dès maintenant. Et pour cela, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Alexandra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence ici. Je suis ravie, moi, de venir à votre rencontre, ravie de pouvoir échanger avec vous sur nos méthodes de travail. Donc nous, on est vignerons, on est situé dans la vallée de la Marne, donc on n'est pas très loin d'ici, on est à 150 km de Paris. Et on a une vision qui est assez différente de ce que peuvent avoir d'autres vignerons, en Champagne ou ailleurs d'ailleurs. C'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus irrationnel pour certains, peut-être une vision un peu plus holistique du vivant, en règle générale. Donc je vais essayer de vous présenter les méthodes de travail qu'on utilise, nous, tout au long de l'année, de la vigne jusqu'au vin, en essayant d'être assez bref, parce que malheureusement, le temps nous est compté. Si toutefois, vous étiez intéressé, évidemment, par d'avoir plus d'informations et de pouvoir en savoir plus, on répondra dans tous les cas à quelques questions juste après la présentation. Et puis aussi, si après, les débats sont ouverts et on est toujours... voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur le domaine et de pouvoir échanger avec vous. Donc avant de commencer, je voulais déjà remercier Xavier pour l'invitation qui nous fait très plaisir, et puis l'équipe de l'ESSEC, l'équipe de l'Imagination Week en règle générale pour l'organisation de cet événement. Ici, nous, le but du jeu, ça va être vraiment de balayer un petit peu les méthodes de travail et aussi, avant, faire un petit point évidemment sur le terroir champenois, parce que c'est un terroir qui est assez particulier et c'est quelque chose qui est à la fois singulier, à la fois pluriel, de par la diversité des terroirs, des parcelles qu'on peut y trouver. Moi, je trouve que cette semaine qui vous permet d'aborder les choses d'une façon assez plurielle, pour le coup. C'est assez gratifiant pour nous de pouvoir partager avec vous, parce que c'est des méthodes qui sont assez singulières, comme je disais, et l'idée, c'est aussi de pouvoir vous ouvrir l'esprit sur quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, toutes les conférences sont là pour ça cette semaine, mais essayer de vous montrer qu'il est possible de penser le champagne et la Champagne d'une façon un petit peu différente. Donc déjà, le champagne et la Champagne, en règle générale, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà un terroir. C'est pas forcément un terroir d'ailleurs, c'est une mosaïque de plein de terroirs qui sont très dépendants de la zone géographique, de l'endroit où on va se trouver en Champagne, par rapport à l'aire d'appellation, qui couvre à peu près 34 000 hectares aujourd'hui en Champagne. Il y a différentes sous-régions, et selon ces sous-régions, il y a différents sols, différents terroirs. On a évidemment des climats, des reliefs, des sous-sols qui sont très différents. Et c'est ce qui donne à chaque vigneron la possibilité de marquer sa propre empreinte en fait, sur ses vins, de pouvoir essayer de modeler un vin à son image, mais aussi en respectant le terroir et aussi la typicité de ses sols et de l'endroit où il se trouve en Champagne. Aujourd'hui, l'appellation Champagne, on compte 319 villages, ça c'est pour le point un peu plus rationnel pour le coup. On a plusieurs départements, on a l'aire d'appellation Champagne s'étend donc dans la Marne, dans l'Aisne, dans l'Aube, dans la Haute-Marne et dans la Seine-et-Marne. Nous, on est situé donc dans la Marne et plus précisément dans la vallée de la Marne. Je vous aurai une carte après pour pouvoir nous situer un petit peu plus facilement. C'est un ensemble de villages. Certains sont classés premiers crus, d'autres grands crus. Nous, dans la vallée de la Marne, et précisément là où nous sommes, donc à Festigny, à une vingtaine de kilomètres d'Épernay, on est classé autres crus. Voilà, il n'y a pas de premier cru ou de grand cru. Mais aujourd'hui, ce classement n'a plus vraiment de sens, en tout cas selon moi, selon mon point de vue. C'est plutôt le travail qu'on va faire derrière chaque bouteille, le travail de vinification, mais aussi le travail qui est assez important côté vignoble, puisque le point de départ de chaque vin, ça se situe déjà dans le vignoble. C'est un sol, c'est un terroir et c'est des cépages. Concernant les cépages, justement, on a plusieurs cépages qui sont autorisés, nous, en Champagne. Donc, il y a les trois principaux qui représentent la majeure partie de l'aire d'appellation Champagne. Donc, nous, on est spécialisés dans le meunier, et Christophe est spécialiste du meunier depuis plusieurs années, en faisant une gamme 100% meunier, ce qui est assez rare.
parce que le meunier, ça reste un cépage qui est assez compliqué à travailler. En tout cas, travailler seul, ça pose quelques difficultés. Il faut plusieurs années pour arriver à appréhender ce cépage-là qui est assez singulier et qui permet de faire plein de choses, mais qu'il faut quand même connaître d'une façon assez précise et aussi le mettre en adéquation avec chacun des terroirs. On a aussi du pinot noir, un petit peu, nous, sur l'exploitation, puis un petit peu de chardonnay. Mais la majeure partie de l'encépagement sur notre vignoble, c'est du meunier. En Champagne, il existe 7 cépages. Il y a 4 vieux cépages, enfin des cépages qui sont plus anciens, qui couvrent une toute petite part de l'appellation. C'est 0,3% de l'appellation aujourd'hui, donc c'est très peu. Mais dans un souci lié au changement climatique, etc., je pense que l'avenir aussi de la Champagne passera par d'autres cépages, et notamment par les anciens cépages. Donc on trouve donc en Champagne des cépages comme l'Arbane, le Petit Mélier, le Pinot Gris et le Pinot Blanc, qui sont des cépages autorisés pour produire du champagne. Concernant l'emplacement, vous voyez sur la carte qu'on a un petit point rouge. Donc là, nous, on est situé juste ici. C'est donc à quelques kilomètres d'Épernay et c'est donc en plein cœur de la vallée de la Marne qui s'étend sur la carte. Vous voyez donc de Château-Thierry jusqu'après Épernay, aux alentours d'Ailly à peu près, un village qui est proche d'Épernay. Donc sur cette zone ici, on retrouve majoritairement du meunier. C'est pour ça que nous, on a majoritairement aussi du meunier, puisque ce sont des sols qui permettent un épanouissement plus favorable au meunier dans cette zone. Ensuite, au sud d'Épernay, si on regarde brièvement, on a donc la Côte des Blancs. La Côte des Blancs, où là, on a une majorité de chardonnay, puisqu'on est sur des sols qui se prêtent mieux à ce cépage-là. Et puis après, au nord d'Épernay, donc on a Reims, on a la montagne de Reims, avec la petite montagne, la grande montagne et le massif de Saint-Thierry, où là, on a une majorité de pinot noir sur cette partie de l'appellation Champagne. Si on descend un petit peu, on a le Cézanais, le Vitria, et puis après, bien plus bas, à la limite de la Bourgogne, finalement, on arrive dans la côte des Barres, où là, on a plutôt une majorité de pinot noir et de chardonnay, avec un petit peu moins de meunier sur ces zones-là. Voilà, ça c'est pour la présentation globale. Le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation technique sur la Champagne et le champagne, donc même pour le process Champagne, on en parlera brièvement pendant la dégustation, mais l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de vous présenter déjà les méthodes de travail et la spécificité qui est la nôtre sur le domaine. Donc aujourd'hui, ça c'est la famille de Christophe qui est présent et que vous rencontrerez juste après. Donc le domaine Christophe Mignon, donc Festini, c'est donc ce petit village qui est situé dans la vallée de la Marne, et c'est une famille de vignerons depuis 6 générations. Donc Lohan, le fils de Christophe, c'est la 6e génération aujourd'hui de vignerons. Christophe est donc la 5e. Et depuis que Christophe a repris le domaine, à la suite de ses parents, les méthodes de vinification ont changé évidemment, mais aussi les méthodes de travail ont beaucoup évolué. Les parents de Christophe travaillaient avec une vision plutôt conventionnelle, avec l'usage de produits chimiques dans le vignoble pour les traitements. Christophe est arrivé avec une toute autre vision de la Champagne et du champagne. Et ça s'est fait petit à petit, parce qu'évidemment, c'est des méthodes qui demandent à avoir une certaine réflexion, une formation aussi. Et puis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque l'empreinte laissée par les produits chimiques dans les sols reste plusieurs années, malheureusement. Et donc du coup, il faut faire les choses progressivement pour commencer à voir aussi les premiers résultats. Donc aujourd'hui, c'est 6 hectares de vignobles sur 2 communes. Donc on est situé donc Festini, je vous disais, ça c'est l'emplacement du domaine avec une partie de nos parcelles, et puis ensuite Le Breuil, donc qui est une autre commune qui est située à peu près à un quart d'heure de Festini, où là on retrouve l'autre partie des parcelles du domaine. Donc ce sont des sols qui sont plutôt argilo-limono-calcaires en grande majorité, à 80%, puis après on a plutôt des sols un petit peu plus sableux. Ces 2 types de sols donnent un volume assez important, une structure assez importante au meunier, ce qui est intéressant pour nous à travailler évidemment, et principalement dans cette partie de la vallée de la Marne qu'on appelle la vallée du Flagot, qui contient beaucoup d'argiles vertes, et les argiles vertes vont venir nourrir le vin d'une façon assez intéressante, apporter du gras, apporter de la mâche et apporter aussi de la minéralité. Le meunier, en règle générale, si vous regardez un petit peu l'ensemble des cépages, a toujours été considéré comme le vilain petit canard de la Champagne, a toujours été plus ou moins délaissé, parce que ce n'est pas des cépages dont on parle le plus, par rapport au chardonnay par exemple, qui est plus connu. Mais malgré tout, avec ces types de sols, on arrive à avoir des meuniers qui sont très texturés, qui sont très vivants aussi, de par les méthodes que nous on met en place au domaine, et des meuniers très fruités, très gourmands, mais qui apportent une belle fraîcheur. Donc ça, on en reparlera plus tard pendant la dégustation. Mais au moins, vous pouvez déjà situer un petit peu le terroir champenois et puis l'emplacement du domaine et savoir un petit peu comment est-ce qu'on travaille. Ça, on y arrive.
Notre recherche, nous, ici, ça va toujours, peu importe ce que l'on va mettre en place de la vigne au vin, ça va toujours être de trouver la bonne balance, le bon équilibre entre les forces cosmiques, les forces telluriques, entre tous les goûts qu'on peut trouver après dans le champagne. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir un équilibre et de mettre l'équilibre au centre de tout. Nous, l'attention est donnée sur les détails, mais donnée aussi sur la vision, en règle générale, de notre vision, en tout cas, du champagne, qui va être lié à toutes les interactions et au rythme entre la nature, le vivant, le cosmos. C'est des choses qui nous parlent, nous. Vous devez entendre souvent parler de label bio ou de label en biodynamie. Donc la bio et la biodynamie sont deux choses vraiment différentes. Donc quand on parle de bio, très rapidement, ce sont juste des viticultures ou de l'agriculture en règle générale, sans intrants chimiques, donc sans molécules de synthèse. Et quand on parle de biodynamie, c'est quelque chose de différent. Pour avoir un label biodynamique qui aujourd'hui s'appelle le label Déméter, il faut déjà avoir le label bio, évidemment, puisqu'on ne peut pas envisager la biodynamie avec de la chimie, c'est impossible. Par contre, la biodynamie, ça va vraiment être lié aux énergies du vivant. Ça va être lié à l'énergie, des forces cosmiques, des forces telluriques, et tout est question d'information. Et nous, c'est ce qui nous touche particulièrement, et c'est ce dont je vais vous parler plus en détail pour cette conférence, parce que c'est ce qui fait l'essence même du domaine, et ce pourquoi on travaille tous les jours, parce qu'on a vraiment une vision holistique du vivant, d'une part, mais aussi on a vraiment un intérêt pour le vivant. Pour nous, c'est quelque chose qui est important. Et le but du jeu pour Christophe, ça va être de mettre l'humain au cœur de tout ça, parce que ça, c'est quelque chose qui nous importe, de ne pas faire des vins techniques, mais de faire des vins liés à l'émotion. Quand on cultive une plante, quand on cultive la vigne, c'est pas seulement attendre que la photosynthèse se fasse, attendre qu'il pleuve pour avoir de l'eau et mettre quelques engrais. Faut aller au-delà de ça, faut aller chercher des choses qui nous semblent peut-être plus complexes à mettre en place, mais il ne faut pas avoir peur, il faut aller de l'avant. Et il faut réfléchir à des méthodes qui sont non impactantes pour l'environnement et non impactantes pour les gens qui travaillent donc sur le domaine, mais aussi aux alentours. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour autant, on n'a pas de labellisation. Je vous parlais des labels bio et biodynamie, on n'en a pas. C'est un choix de la part de Christophe. On travaille à notre propre label pour les années à venir. Mais pour le moment, pas de labellisation parce que les méthodes dont je vais vous parler après ne rentrent pas forcément dans le cahier des charges bio ou biodynamie, ou en tout cas pour partie seulement. Et donc on cherche plutôt à avoir une certification qui permettrait de valider aux yeux du grand public l'ensemble des méthodes dont je vais vous parler. Donc la philosophie, évidemment, ça va être de travailler avec la nature, de l'accompagner, de travailler avec le vivant et d'essayer d'être toujours le plus en adéquation possible avec le vivant. Mais s'adapter au vivant et ne pas faire en sorte que le vivant s'adapte à nous. Ça, c'est quelque chose qui est clé chez nous et il faut être très attentif à ça parce que c'est vraiment le fil conducteur de tout ce qu'on fait au domaine. Il y a évidemment dans l'agriculture qui est plus liée à la biodynamie, un élément central qui est l'être humain, qui est la main de l'homme sur la nature, la qualité de son regard aussi, la qualité de ses actions, sa façon d'agir, sa façon de réagir et de s'adapter au vivant. Il faut évidemment deux conditions qui sont sine qua non pour travailler avec des méthodes qui sont dites alternatives. C'est évidemment une implication personnelle, un engagement très fort et des convictions fortes pour ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas travailler le vivant sans intrants chimiques et avec une philosophie plutôt liée aux énergies, à l'information du vivant, si on ne croit pas à ce qu'on fait, ça c'est impossible. Et il faut aussi avoir un vrai sens du vivant, justement, il faut avoir une connaissance de ce vivant-là, connaissance de l'environnement qui nous entoure, de la vie en règle générale, et de toutes les forces et les énergies qui agissent dans tous ces êtres vivants-là. Donc nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et donc on parle d'approches alternatives qui regroupent plusieurs types de méthodes que nous on appelle donc les méthodes alternatives. Et la première d'entre elles que je vais aborder, donc c'est la géobiologie. La géobiologie, ça va être l'étude de toutes les énergies du vivant, en fait, tout ce qui va être lié à l'électromagnétisme. Donc en fait, on va étudier toutes les lignes, les forces d'énergie qui émanent du centre de la Terre. Ce sont des ondes magnétiques qui émanent du centre de la Terre, qui se trouvent autour de la Terre et qui en fait sont liées à la fusion des métaux qui se trouvent dans le noyau terrestre. Ça crée un maillage, ça crée un quadrillage autour de la Terre, donc plein d'ondes magnétiques qui forment des lignes d'énergie. Et lorsque un être vivant, quel qu'il soit, se trouve sur une ligne d'énergie plutôt positive, il va être plutôt chargé en bonnes énergies, il va se recharger, et quand il arrive sur des zones d'énergie très négatives, sur des points négatifs qu'on appelle des failles telluriques,
Là, ça va être plus compliqué. On va trouver une perte d'énergie pour le vivant et des perturbations énergétiques en règle générale. Ce qui est important de comprendre dans la géobiologie, c'est que ce n'est pas tangible. Donc tous les cerveaux cartésiens qui se trouvent dans la salle auront peut-être du mal à visualiser, à matérialiser ce qui peut se passer en termes énergétiques. Mais nous, en tout cas, la géobiologie, c'est quelque chose de très important. On travaille avec un géobiologue, donc qui a forcément cette faculté à correspondre et à échanger avec le vivant, avec les énergies, puisqu'il faut un certain magnétisme pour ça. Donc on se fait accompagner depuis le début sur cette méthode ici. On a quadrillé par exemple l'ensemble des dalles de béton du domaine avec des fils de cuivre pour collecter l'ensemble des mauvaises informations qui arrivent du centre de la Terre et pour pouvoir les exporter avec des prises de terre. On veut surtout pas avoir de mauvaise balance énergétique. L'idée pour nous, ça va être de respecter le plus possible le vivant, les énergies, à la fois pour les vins évidemment qui se trouvent dans nos caves et pour lesquels on souhaite la meilleure énergie possible, mais à la fois pour nous qui travaillons sur le domaine évidemment, et puis pour tous les clients, les passionnés qui viennent à notre rencontre, qui puissent passer un moment sur le domaine et avoir une énergie favorable, le temps de leur passage peut-être, mais en tout cas avoir un souvenir de cette énergie qui était plutôt positive. Donc ce ne sont pas des choses qui sont tangibles, c'est une vision très holistique du vivant, c'est une approche qui est peut-être un petit peu différente de celle que vous connaissez. Il ne faut évidemment pas raisonner de façon rationnelle, parce que évidemment les énergies c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais c'est profondément lié à l'émotionnel aussi, et donc c'est pour ça que parfois, quand vous vous trouvez dans un endroit, vous pouvez aussi vous sentir peut-être moins bien, vous sentir plus fatigué, vous sentir plus énervé. Voilà, je vous invite la prochaine fois à repenser à ce que je viens de vous dire et à vous dire que c'est un lien avec la géobiologie et que peut-être vous vous trouvez à ce moment précis sur une faille tellurique ou peut-être que vous vous trouvez à un endroit qui vous capte toute votre énergie et qui ne retransmet pas une bonne énergie en vous-même, puisque vous faites partie des êtres vivants comme tout le monde et donc vous êtes forcément lié aux énergies du vivant. Donc ça c'est pour la géobiologie, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de dialogue, de discours, et on pourra ouvrir le débat juste après si vous le souhaitez, mais là le but c'est de balayer déjà toutes les méthodes pour vous donner le plus de clés possible. Donc ensuite on va parler de la phytothérapie. La phytothérapie c'est peut-être une méthode qui est plus connue de tous, puisque là on va parler des plantes, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui se soignent par les plantes, c'est quelque chose qui peut être un peu plus courant. Nous, ici, le but, c'est de soigner la nature par la nature et d'aller collecter certaines plantes dont on va servir pour le reste de notre saison pour protéger le vignoble et pour ne pas ajouter de produits chimiques. L'idée, c'est de remplacer, de trouver dans chaque plante une propriété qui va nous permettre de remplacer une molécule chimique justement par une plante. On utilise différents types de plantes et on va toujours les collecter sur le même terroir que notre vignoble, en fait, donc principalement à Festini et autour de Festini. L'idée, c'est de se servir de quelques plantes que je vais vous présenter après majoritairement, de les faire sécher chez nous à l'air libre et puis ensuite les utiliser en infusion, en décoction, en macération, voilà, les utiliser de plein de façons différentes pour obtenir de chacune des plantes la meilleure énergie possible et puis les meilleures propriétés et vertus possibles pour le vignoble et pour soigner le vignoble uniquement avec ces plantes-là. Donc les plantes qu'on va utiliser le plus, ou en tout cas le plus régulièrement, ça va être les plantes que vous voyez à l'écran. Donc on a de la consoude, on a de la valériane, on a de la reine des prés, on a des orties, on a de la prêle. On a de l'achillée millefeuille, donc ça ce sont des plantes qu'on va retrouver assez facilement proches de chez nous et qui ont chacune des propriétés assez intéressantes pour lutter contre certaines maladies cryptogamiques du vignoble, donc comme le mildiou, comme l'oïdium, qui sont des maladies qui s'attaquent donc aux vignes. Ça a pas mal de vertus aussi pour apporter des informations sur la régulation de la température des sols par exemple. Pas mal d'informations aussi liées au pH des sols pour réguler le pH des sols avec des composants, des principes actifs en tout cas, tels que l'acide salicylique qui est présent dans pas mal de ces plantes et qui permet justement de réguler le pH des sols, qui permet de favoriser, mettre en avant en tout cas les cellules d'une plante et faire en sorte que la plante ait un chemin de vie plus long et avec le moins de maladies possible. Donc ça, c'est la partie phytothérapie qui est une partie importante pour nous, avec ces plantes-là, avec d'autres plantes aussi, mais ici, c'est vraiment la majeure partie des plantes qu'on va utiliser au domaine. On va utiliser ces plantes ou du compost dans ce qu'on appelle des dynamisations de préparation,
où là on passe sur une autre méthode qui est complètement liée à la biodynamie pour le coup, où là on va se servir de l'énergie du vivant et des principes actifs des plantes ou du compost qu'on va y mettre pour essayer de trouver une eau qui va être la plus riche possible en énergie pour transmettre cette énergie à tout notre vignoble et essayer de faire en sorte que nos sols restent vivants, que la plante puisse rester vivante et avec une énergie favorable à son épanouissement. Donc là, c'est quelque chose qui nécessite une machine particulière qu'on appelle un dynamiseur. Et donc le dynamiseur, c'est une grosse cuve. Nous, on a une cuve en bois dans laquelle on va mettre de l'eau de pluie. On ne travaille qu'avec de l'eau de pluie pour tous les traitements pour le vignoble, parce que l'eau de pluie a le même pH que la feuille de vigne, ce qui va permettre à la vigne de mieux assimiler les traitements, et aussi parce que l'idée de l'eau de pluie, c'est de ne pas mettre l'eau de la concession. L'eau de la concession, d'une part pour l'économiser, mais d'autre part parce qu'elle est traitée en agents chimiques, et le but, c'est de ne pas apporter d'agents chimiques à l'intérieur d'une dynamisation. L'idée, ça va être de mettre à l'intérieur de l'eau de pluie notre compost ou nos plantes directement dans la cuve et laisser la machine tourner. Je vais vous montrer une vidéo juste après, ce sera plus parlant, pour obtenir une eau dynamisée, c'est-à-dire une eau qui va être chargée en énergie grâce au mouvement particulier du dynamiseur qui va faire opérer un transfert d'énergie entre les plantes ou le compost et l'eau de pluie. Donc c'est toujours plus parlant avec des images. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le dynamiseur. Donc là, c'était une dynamisation avec un compost de bouse. Donc nous, on utilise des composts de bouse qui sont préparés d'une certaine façon, qui apportent beaucoup d'énergie et de principes actifs qui vont permettre de nourrir les sols et favoriser la vie dans les sols et rendre les sols vivants. Ensuite, on va placer les préparations à l'intérieur d'enjambeurs, donc ces types de tracteurs que vous voyez à l'image, pour venir pulvériser les dynamisations sur le vignoble, donc pendant toute la saison, principalement au début du printemps. L'idée, c'est selon l'accessibilité des parcelles, pouvoir y aller soit en enjambeur, soit en chenillard, donc du matériel plus petit, ou soit à la pompe à dos, donc directement à la main. Ça, c'est pour la partie dynamisation, où là, on rentre vraiment dans la partie biodynamie de ce que l'on fait. Et ensuite, on s'attaque à l'homéopathie. Donc l'homéopathie, c'est une autre de nos méthodes qu'on utilise, où là, on va aussi utiliser des plantes. On va aussi pouvoir faire des homéopathies de cuivre, des homéopathies de soufre. On va utiliser aussi de l'ail qui est un anti-insecte pour nous, naturel. Le but du jeu de l'homéopathie, ça va être toujours de démarrer avec une petite quantité de plantes ou de principes actifs et de pouvoir utiliser les mêmes bienfaits, mais dans un plus gros volume de préparation. C'est le concept de l'homéopathie est le même pour l'homme que pour ce qu'on peut proposer pour le vignoble. Le but du jeu, ça va être de soigner le vignoble aussi avec cette méthode qui est complémentaire à la dynamisation et à l'ensemble des méthodes qu'on met en place sur le domaine. Donc pareil, c'est toujours plus parlant avec une vidéo. Donc le but du jeu, ça va être par exemple sur cette vidéo de faire une homéopathie avec de l'ail. La machine que vous voyez, ça s'appelle une baratte Vital Cell. C'est une baratte qui nous permet qui est conçue pour l'homéopathie, qui a 7 faces, puisque en homéopathie, le nombre 7 est un petit peu un nombre d'or qui nous permet de régir pas mal de choses, tout comme la séquence de Fibonacci, qui est une séquence mathématique que vous connaissez sûrement, qui nous permet aussi de préparer nos homéopathies. Ensuite, on va les stocker dans des jarres et on va pouvoir les utiliser pour le reste de l'année. Ça fait partie des méthodes qu'on va utiliser et qui sont utiles et importantes pour nous, pour soigner le vignoble, pour prévenir certaines maladies. C'est toujours de la prévention. Ce qui reste l'essence même du travail de vigneron, c'est surtout d'être patient, d'observer et d'apporter beaucoup d'attention au vignoble et à ce qu'on fait et de comprendre pourquoi on fait les choses. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites l'action en question n'aura pas autant d'impact. Donc il faut toujours être à l'écoute du vignoble, savoir s'adapter, surtout avec les changements climatiques qu'on connaît. Cette année a été particulièrement éprouvante en Champagne. On a perdu une très grosse partie de notre récolte due à une grosse attaque de mildiou, puisque les changements climatiques ont fait qu'on a eu énormément d'eau et on a aussi eu des températures qui étaient assez clémentes. Donc le combo des deux a fait une explosion du mildiou, qui est un champignon qui s'attaque aux grappes de raisin, qui les fait complètement sécher, et ensuite les grappes tombent. Et donc on a perdu une grosse partie de notre récolte cette année. Mais malgré tout, même si ça peut être frustrant, on observe quand même une belle réussite de toutes ces méthodes-là par rapport à l'année qui était particulièrement complexe. On a pu aussi essayer des choses. C'était l'année ou jamais pour essayer certaines choses, pour lutter contre le mildiou notamment. Donc voilà, l'idée c'est toujours faire des tests, ne jamais rester sur ses acquis et essayer de toujours progresser. Christophe se forme régulièrement à de nouvelles méthodes
pour approfondir toujours ses connaissances et essayer de trouver d'autres alternatives en plus de celles que l'on met déjà en place sur le domaine. On va passer rapidement sur le travail du sol, qui est une méthode que l'on utilise aussi dans le vignoble pour aérer les sols, pour les décompacter, et aussi pour ne pas mettre d'herbicides, évidemment, parce que le but, c'est de ne pas ajouter d'intrants chimiques. Donc nous, on utilise un charutage mécanique. Donc il est aussi possible de faire un charutage à l'aide d'une traction animale, mais nous, on utilise des charrues mécaniques sur un tracteur, sur un enjambeur. Donc là, il y a 2 petites vidéos pour vous montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, c'est un travail du sol avec un enjambeur, avec des charrues qui ont été retravaillées par Christophe pour ne pas blesser le vignoble et pour être le plus précis possible dans cette action. L'idée, ça va être de retourner les horizons, mais pas de façon trop profonde, pour ne pas avoir d'herbe et donc ne pas avoir non plus de concurrence pour le vignoble. Donc ça, c'est une façon de faire pour le travail du sol. Et on a aussi la possibilité de le faire avec un chenillard, donc cette petite machine qui est plus compacte qu'un tracteur, qu'un enjambeur, et qui a le même rendu, le même résultat. Donc vous voyez que les charrues passent pour enlever les plantes accompagnatrices. En fait, on a l'habitude d'appeler ça des mauvaises herbes, mais nous, on n'aime pas tellement ce terme-là. C'est plutôt des plantes accompagnatrices, mais c'est juste que nous, on ne souhaite pas forcément qu'il y ait de concurrence avec le vignoble. Pour l'instant, c'est la méthode qu'on a choisie, mais il y a des tests toujours qui sont en cours pour essayer de trouver une autre méthode plus douce qui retournerait moins les horizons, donc les strates de terre, et qui permettrait d'avoir aussi une érosion plus faible du vignoble lorsqu'on passe avec le matériel agricole. Donc ça peut être par exemple des couverts végétaux semés. Donc ça, on y réfléchit avec différentes plantes, des plantes qu'on choisit en fonction du terroir, des besoins de la vigne. Donc ça, c'est à l'étude, et donc ça fera aussi partie des remises en question de Christophe et de Loane et de la famille en règle générale pour les années à venir. Et le dernier point, la dernière méthode que je vais aborder ici avec vous, ça va être le calendrier lunaire. Donc ça, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, ou voient un petit peu comment ça peut fonctionner. Le calendrier lunaire, c'est donc un calendrier qui est spécifique, qui va nous donner des informations par rapport au cycle de la Lune. Et nous, ces informations vont être très utiles pour faire toujours la bonne action au bon moment. Ça va être très important pour nous de regarder en permanence ce calendrier lunaire et de choisir nos actions et le moment où on va faire ces actions en fonction de ce calendrier. Donc là, vous avez une page test qui vous permet donc de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez complexe quand pour balayer en quelques minutes, mais l'idée, c'est vraiment de vous rendre compte que la Lune, c'est vraiment le centre de tout. Nous, ici, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, qui nous parle beaucoup, parce que la Lune a un impact sur tout ce qui va contenir de l'eau, du gaz ou du calcaire, et donc forcément sur nous, sur les vins, sur nos sols. Donc on va réfléchir toutes nos actions en fonction de la Lune, pour avoir le meilleur bénéfice possible sur les actions qu'on va mener. Donc de haut en bas, rapidement, la courbe du haut, donc c'est par rapport à la lune croissante et la lune décroissante. Donc là, on va parler de la forme de la lune, donc les différents quartiers de lune, de la pleine lune à la nouvelle lune et de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Juste en dessous, vous avez une petite ligne verte et jaune. Donc là, ça va être la lune montante, la lune descendante. Donc là, c'est par rapport non plus à la forme de la lune, mais par rapport à sa position dans le ciel. Et ensuite, la ligne qui nous intéresse, nous, principalement, c'est la dernière ligne du bas, qui est la ligne la plus colorée, avec différentes cases de couleurs que vous pouvez voir, où là, c'est les types de journées. Et donc, nous, les types de journées, ça va être très important pour nous, puisque dans le calendrier lunaire, il existe 4 grands types de journées, les jours fruits, les jours feuilles, les jours racines et les jours fleurs. Et en fonction de ces types de journées, il va être plus adéquat de faire telle ou telle action. Et nous, par exemple, pour les vins, dès qu'on va toucher au vin, peu importe l'action qu'on va faire, on va le faire en jour fruit, parce qu'on souhaite vraiment insister sur ce côté fruité et la valeur ajoutée que peut avoir une action pendant ces types de journées-là. Vous voyez que sur certaines cases de couleurs, vous avez une petite ligne rouge qui vient marquer à intervalles irréguliers le calendrier lunaire par mois. Ces petites lignes, en fait, ça nous indique les mauvaises journées, donc les jours où il y a une grosse concentration de mauvaise énergie, une concentration de mauvaises informations, en fait, puisque nous, on appelle les énergies les informations, et trop de mauvaises informations nuiraient à l'action qu'on aurait à mener ce jour-là. Donc on ne travaille pas du tout le vivant, ces types de journées-là, on va faire autre chose, on va se concentrer sur des choses qui ne touchent pas directement au vivant. Et on ne travaillera pas pendant ces types de journées. Ces types de journées, ça va être par exemple des apogées, des périgées. Donc l'apogée périgée, c'est la distance entre la Lune et la Terre, la plus éloignée ou la plus rapprochée.
ou par exemple des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, là, ça va être un petit peu plus complexe à détailler, mais grossièrement, autour de la Terre, vous avez un écliptique, autour de la Lune, vous avez un écliptique, et lorsque les deux écliptiques se croisent, ça crée un premier point d'impact qui est un nœud lunaire ascendant, et lorsque le mouvement de rotation se fait, on a un deuxième point d'impact qui est un nœud lunaire descendant. L'idée, ça va être d'être attentif à ces types de journées-là, parce que en travaillant de façon très consciente du vivant tout au long de l'année, ça serait dommage d'abîmer les efforts faits juste en faisant une action, un mauvais type de journée. Donc pour nous, c'est très important, c'est la base de notre travail, l'une des bases de notre travail en tout cas, et c'est peut-être la première méthode que Christophe a mis en place sur le domaine, parce que c'était aussi l'approche la plus simple à mettre en place quand on est en conflit, ou en tout cas en désaccord avec la génération passée, qui voit les choses différemment, qui n'appréhende pas le vivant de la même façon, et qui a plus d'appétence pour une viticulture traditionnelle, conventionnelle, et qui ne voit pas forcément l'intérêt de travailler avec ce type de méthode. Et donc depuis, Christophe a évolué et a fait en sorte d'apporter des nouvelles méthodes tout au long de sa carrière, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec de nouveaux tests, comme je vous disais, qui arrivent, et de nouveaux schémas de pensée qui se profilent. Voilà pour les méthodes qu'on utilise sur le domaine. C'est assez complexe de vous résumer un peu tout en aussi peu de temps, parce que déjà je suis bavarde, donc je parle beaucoup, mais en plus, c'est juste pour vous donner une première approche. Donc j'espère que ça, en tout cas, capte votre attention et que ça vous permet de vous poser certaines questions, d'avoir une réflexion un peu plus globale sur le vivant et de vous dire qu'il est possible de penser autrement le vivant que de la façon rationnelle dont on peut le percevoir habituellement. Donc on va ensuite passer à la dégustation, mais juste avant, je vais inviter Christophe à monter sur scène pour répondre à quelques questions. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Bon, un petit peu intimidé parce que je suis plus souvent dans les vignes que devant un micro, mais tout va bien se passer. Merci beaucoup Christophe, merci Alexandra. Nous allons prendre des questions dans la salle si vous avez des questions. On peut allumer les lumières s'il vous plaît, que ce soit plus... que l'on puisse voir les mains levées. S'il y a des questions dans la salle. Oui. Je vais prendre un micro là. Merci. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci Tamara. Une personne juste là derrière. Ouais. Il y a d'autres questions? Ouais. Merci beaucoup pour cette à gauche. présentation. Du coup, moi j'avais une question. Est-ce que vous avez vu des résultats différents au niveau de la qualité ou pour peut-être du champagne en lui-même avec l'utilisation de ces méthodes différentes? Le champagne, ça s'est vu dans un deuxième temps. Les premières années que j'ai travaillé avec le calendrier lunaire, donc c'est il y a plus de 25 ans dans les vignes. Au bout de 3 ans, mes vignes, c'était des timbres postaux dans les coteaux. Donc j'arrive à allonger le cycle végétatif de la vigne en travaillant, en évitant les nœuds lunaires, les apogées, les périgées. Et après, 5-6 ans après, on a vu les conséquences aussi que ça apportait au niveau des vins, donc par différents essais de date de dégorgement. C'est là que l'on a décidé de travailler principalement les jours fruits. Donc on a vu la différence, oui. Merci. Vous avez une question Oui, bonjour. Je me demandais comment... Je ne sais pas où vous êtes. Vous pouvez lever la main? Je suis là. Merci beaucoup. Ouais, je vais me lever. Parfait. Oui, je me demandais comment est-ce que vous choisissiez, comment vous sélectionniez les méthodes que vous mettez en place, par exemple celle du cycle lunaire. Est-ce que c'était des méthodes anciennes que vous avez remises au goût du jour? Est-ce que c'était votre idée? Enfin, comment ça s'est passé? C'est toujours un cheminement. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux à la base. Donc c'est là que j'ai appris à connaître les cycles de la nature, qui sont proches de l'homme aussi. Et en faisant différentes formations, j'ai fait des essais, on a essayé différentes choses, différents thèmes, croisé différentes personnes, échangé, essayé, et ça nous a permis de mettre en place une façon de travailler
qui a attiré d'autres personnes, échangé, fait d'autres formations, qui ont ouvert d'autres portes, qui ont permis d'avoir d'autres façons de travailler, d'élargir un petit peu ce que j'appelle les méthodes alternatives. Et ce n'est aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'un début, mais ce n'est pas terminé. Merci. J'ai une question sur en fait. Oui, vous levez. Oui, sur les méthodes alternatives que vous utilisez. Et est-ce que ça vous permet en fait de vous différencier de la part d'autres maisons de champagne? Est-ce que vous utilisez en fait ces éléments comme une force commerciale? Et ainsi, par rapport au réchauffement climatique, c'était aussi intéressant de voir est-ce que vous avez fait évoluer le cépage et comment vous réagissez sur les 10 ou 20 prochaines années qui viennent. Les méthodes, on les a mis en place il y a 25 ans sur un terroir, sur des cépages. Les cépages sont restés parce que le but chez nous, c'est de conserver ces cépages, ces vignes avec un système racinaire qui est assez profond. Ce n'est pas des choses que l'on peut bouleverser du jour au lendemain. Par rapport aux méthodes, ces méthodes, au départ, m'ont apporté, je ne vais pas dire plus de problèmes qu'autre chose, mais sinon, je ne vais pas dire que j'étais l'idiot du village, mais pourquoi faire autrement? Alors que faire avec des produits chimiques, c'est moins de travail, on récolte plus, alors que je m'apporte des complications. Après quelques dizaines d'années, je pense que mes voisins, les personnes qui dégustent, se sont aperçus que les méthodes de travail apportaient un plus au niveau du champagne. Après, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Les goûts, les couleurs, c'est pour chaque personne. Mais d'avoir une différence en termes de vin ou de champagne, oui, il y en a une. Donc ça m'a ouvert des portes parce que depuis 25 ans, je ne vais pas dire qu'on a été les pionniers à faire ce que les autres ne faisaient pas, mais on a été dans une démarche qualitative et de faire une gamme en 100% champagne. Pinot Meunier, ça ne se faisait pas il y a 20 ans. Maintenant, c'est grâce peut-être un petit peu à notre maison, mais le meunier est revenu un petit peu plus en avant. Les dégustateurs, en goûtant des 100% meunier brut nature, s'aperçoivent que ça vaut des grands millésimes, on peut faire de très belles choses avec. Donc c'est vrai que la conjonction de ces deux phénomènes-là nous ont ouvert des portes. Donc aujourd'hui, on est on est dans 28 pays et on est satisfait de notre clientèle. Et inversement, je pense qu'on est sur des très belles tables partout à l'étranger. Oui. Ça vous convient? Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Hello, I'll ask in English because my French is comme ci, comme ça. C'est un bon début. In countries like in South Asia where there is no wine ever, do you think champagne is from a region, so sparkling wine, do you think using your innovative methods, it can be grown in good sparkling wine can be made in countries where it's never been made? Thank you. Alors, je ne parle pas anglais, excusez-moi. Thanks for your question. Here, it's the first thing that you have to know is about the specificity of each country. Each country have a specific way of thinking about wines and about champagne, of course. But the goal for us is to be in a large panel of different countries, to have all the different styles of distribution. Here, to the estate, we receive a lot of American people, a lot of Japanese people, and our goal is to share our passion about it. And the goal of this customer is to share their impression about the tasting in their countries and the specificity of the wine market in all the different countries. The specificity of the champagne is also about the dosage, and there is a lot of different countries that have a little bit of wine from Champagne, but with high level of sugar. So it's one of the specificity for the Champagne region. Here, to the estate, we have a huge majority of Meunier in our cuvée.
it's very specific, and also we work with Brut Nature, so wine with zero dosage, so non-added sugar at the disgorgement moment. So it's very specific wine too. And then we have this kind of methods. But I don't think that the method is the unique way of thinking about the commercial process to sell the wine. Our goal is to sell the wine to specific countries, but to specific people that love all kind of wine. It's not just about the methods or just about the commercial market of each country. It's about our wine and share our wine with specific clients. Okay. Thank you for the answer. Je suggère que nous commencions à déguster, peut-être. Nous allons pour le faire avoir besoin de quelques volontaires, de 10 volontaires. Et comme Alexandra, vous ne voulez pas les choisir pour moi, parce que moi, après, je vais être totalement impopulaire. Est-ce qu'il y a 10 personnes qui veulent venir? Il y a 800 personnes. Est-ce qu'il y en a 10 qui ne veulent pas venir? Est-ce que... Alexandra, allez, vous les choisissez? Pardon? Vous les choisissez? Allez. Moi, je veux la parité homme-femme, hein, c'est quelque chose qui m'importe. Alors, on va faire 6 filles, 6 garçons. Allez, j'ai pas la lumière. On peut allumer la lumière, s'il vous plaît. Allez, vous êtes venus. Allez, on fait l'effort. Vous pouvez venir aussi. Allez-vous debout? Ouais. On a combien de filles? Allez, venez. Ouais. Vous. Ouais. Je pense que... Please, just before you're leaving, for some of you, just 2 things. The first one, it's tomorrow morning in your respective room, you're going to get some champagne to test it, right? Sorry. Thank you so much. Actually, of course, as you can imagine, one of our goals actually is to have a party together and to have the wine for everyone. Now, that's not possible to do. And before you leave, actually, please, that was not very easy for me to bring actually Christophe, because he's a very shy guy and he would prefer to stay on the vineyard. Donc, s'il vous plaît, Christophe, si vous voulez bien venir ici, parce que je voudrais que vous soyez, on peut d'ici, en tout cas, qu'on remercie Christophe d'être venu.